Bonjour, alors aujourd'hui je suis ravie et très honorée d'être avec Olivier Lagré. Bonjour Olivier. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Olivier, vous travaillez chez Cornerstone. Est-ce que vous pouvez peut-être définir un petit peu votre position, votre métier? Alors, Cornerstone, c'est une plateforme qui propose des solutions de gestion des talents aux entreprises de toute taille. Et moi, là-dedans, j'aide les dirigeants à essayer de comprendre, les dirigeants, les entreprises, à essayer de comprendre qu'est-ce que ça pourrait bien changer dans leur façon de faire de la gestion des talents que de disposer d'une plateforme comme la nôtre. C'est-à-dire, je ne montre pas la plateforme, je ne rentre pas forcément dans les entrailles de la machine, même si on va en parler un peu, on parle bien, mais je suis plutôt sur à quoi ça sert et pourquoi s'en servir maintenant. Bref, j'essaie de faire le lien entre les outils et la stratégie et les enjeux de performance des entreprises. Alors ça c'est passionnant parce que notre sujet c'est bien l'IA générative et je me Oui. demande vraiment pourquoi une plateforme qui met en relation, qui crée du contenu, qui est un éditeur de solutions RH, s'intéresse à ce sujet en fait. Quel est le focus, quel est l'angle sur lequel vous aimeriez peut-être accélérer? En fait, nous, on s'intéresse à ce domaine parce que moi, je suis un ancien d'un grand cabinet de conseil anglo-saxon qui s'appelle Deloitte et qui, dès 2015, proposait un modèle de réflexion pas mal sur l'influence des technologies sur la fonction RH, en proposant ce modèle qui s'appelait Azure. Est-ce que la technologie doit permettre à la fonction RH d'être une fonction augmentée, d'être une fonction simplifiée, d'être une fonction ubérisée ou d'être une fonction remplacée? Et donc, on proposait au DRH de passer au filtre de ces 4 questions. Est-ce que la techno va servir à faire mieux? Est-ce que la techno va servir à faire plus? Ou est-ce que la techno va servir à faire moins cher? Et donc, d'une certaine façon, nous, on se rend bien compte, nous, chez Cornerstone, on se rend bien compte que les outils qu'achètent les organisations et les DRH pour faire de la gestion des talents, elles cherchent à se poser la question, est-ce que je pourrais traiter plus de CV? Est-ce que je pourrais faire plus? Est-ce que faire mieux? Est-ce que j'arriverais à prescrire de meilleures formations à mes collaborateurs? Est-ce que j'arriverais à identifier plus facilement à l'intérieur d'un recueil d'entretien d'évaluation quels sont les signes d'une évolution possible ou d'un souhait possible d'évolution de ce collaborateur par rapport à des données qui sont très souvent complexes à analyser, qui je suis, d'où je viens, ce que j'ai fait avant, ce que j'aime, comment je me comporte au quotidien, quel est l'environnement de travail qui me vient. Bref, les DRH ont face à eux une masse de données énorme et comme la promesse de l'IA, c'est de dire, on va vous aider à rentrer dans cette complexité et on va booster vos capacités d'analyse de données complexes, comment ne pas s'intéresser à l'IA quand on veut proposer des solutions qui justement traitent de la meilleure façon d'utiliser la donnée RH. Voilà. Donc c'est tout Alors, simplement pour ça qu'on le fait. Oui. Concrètement, en fait, cette plateforme de gestion des talents Oui. qui intègre de l'IA et de l'IA générative, en quoi, en fait, l'IA générative a changé les choses pour le DRH? En quoi on peut dire que l'IA générative a vraiment eu un impact sur la gestion des talents? En fait, Cécile, il n'y a pas longtemps, j'étais face à des DRH, c'était en juillet, et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils avaient fait la dernière fois qu'ils avaient posé une question à ChatGPT. Je leur ai demandé, est-ce que vous avez demandé à ChatGPT de vous faire un descriptif de poste? Est-ce que vous avez demandé à ChatGPT de vous faire la grille d'entretien pour, en fonction du poste, justement, trouver la meilleure façon de conduire votre entretien de recrutement? Est-ce que vous avez demandé à ChatGPT de construire un programme d'intégration qui, effectivement, arriverait à combiner les enjeux du quotidien, quand quelqu'un doit prendre son poste, et puis les enjeux de l'acculturation qui doit être la sienne? Ou alors, ma quatrième réponse, c'était ChatGPT, j'avais entendu parler. Enfin, j'en ai entendu parler, on était en juillet de cette année, mais je ne m'en sers pas. Eh ben, je l'ai fait à 2 reprises, dans 2 endroits complètement différents. Je l'ai fait en France métropolitaine et je l'ai fait au Maroc. Et dans les 2 cas, j'ai eu plus de la moitié des gens qui me disaient oui, ça a l'air très bien ce truc-là, mais je ne m'en sers pas. Donc pour le coup, j'ai l'impression d'abord qu'il faut remettre le truc en perspective.
même si je vois qu'il y a des vrais pionniers aujourd'hui dans la fonction RH qui investiguent, qui posent des choses, je vois que sur LinkedIn, on voit une foultitude de conseils pour bien poser une question à ChatGPT quand on est un DRH. Aujourd'hui, la première chose que nous on constate, c'est que ça reste encore un début. On est encore dans les premiers pas. Alors génératif, c'est ça, c'est des exemples que je viens de donner. C'est-à-dire que effectivement produire du contenu, qui est une des premières attentes qu'on peut avoir vis-à-vis de l'intelligence artificielle, donc de générer du contenu. Bon, on génère du contenu quand on lui demande de vous produire une définition de fonction. On génère et ça, j'allais dire pour le coup, allez, même 6 mois après ChatGPT, ça devient presque trivial et ça devient presque une commodité. Enfin, normalement, beaucoup de bonnes plateformes devraient être capables de faire ça. Ensuite, je trouve que la question, par exemple, des grilles d'entretien est pas mal. Moi qui ai fait beaucoup de conseils en management, donc beaucoup de diagnostics, c'est quand même pas mal, effectivement, d'utiliser ChatGPT ou d'utiliser l'IA générative pour effectivement compiler des informations liées à un contexte et produire du questionnement pour mieux analyser une situation. Moi, je me souviens très bien, il y a 3 mois, j'étais face à une grande organisation internationale installée à Genève et qui s'occupe de nations qui voudraient être plus unies. Et donc, par rapport à ça, j'ai été un peu très à la bourre, j'avais pas vraiment eu le temps de me préparer et j'ai découvert le lundi à 10h qu'on attendait que je parle à 40 personnes à 11h30. Eh ben, j'ai demandé effectivement à l'IA générative de me produire un truc sur les enjeux de gestion des talents. Donc du coup, j'ai l'impression aussi que beaucoup de gens comme moi se rendent compte que ça permet de rattraper du retard, ça permet de donner une première base de réflexion, ça c'est la première chose. Ensuite, chez Cornerstone, nous, on est en train de travailler à un autre usage que je trouve absolument bluffant. J'ai vu la démo il y a quelques, oui, 4 mois, et bon, je pense que ça va se diffuser. C'est demander à ChatGPT d'analyser je prends ChatGPT, mais d'autres, voilà, je prends celui-là parce que je m'en suis servi. Parce que, en fait, c'est par un accord qu'on va avoir avec ceux qui font ça qu'on va effectivement avoir des partenariats dans notre plateforme. Un truc qui est épatant, et peut-être Cécile en servait aussi déjà, c'est prendre un contenu et demander effectivement à une IA générative de vous concevoir le QCM qui permettrait de comprendre le niveau d'acquisition du contenu qu'on vient de lui montrer. Merci de me trouver 4 questions comprenant chacune 3 possibilités qui permettent de voir que quelqu'un a intégré le contenu qu'on vient de lui transmettre. Donc j'ai l'impression que ça, c'est aussi des choses qui vont aider les pédagogues. Et pour le coup, moi qui les connais parfois pas mal, je fais beaucoup de formations, la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'ils ne se laisseront pas aveugler par le truc. C'est-à-dire qu'ils vont le prendre pour ce qu'est l'IA générative, c'est-à-dire un accélérateur de contenu, un plutôt bon avocat du refus des biais cognitifs et des biais de compréhension d'un sujet. C'est un peu froid quand même ce que ça vous raconte, donc il n'y a pas beaucoup d'affect dans les informations qu'on a. Donc je suis assez rassuré sur le fait que le bon équilibre entre les DRH qui connaissent le contexte, qui connaissent l'organisation dans laquelle ils interviennent et les propositions que va leur faire des IA génératives, par exemple sur de la formation, sur des profils, sur des bons CV, ils sauront faire le filtre et ne le suivront pas aveuglément. C'est pour ça qu'à la fois, je dirais, que dans les RH, c'est vraisemblablement plus complexe que dans d'autres domaines de l'entreprise de mettre en œuvre l'IA. Mais en revanche, ceux qui sauront le faire avec la distance et l'envie de comprendre, ils feront vraisemblablement des choses encore plus bluffantes que dans d'autres domaines de l'entreprise. Alors, dernière question peut-être, Olivier, c'est le point de vue de l'entreprise par rapport au cadre. Alors, je parlerai peut-être de façon peut-être plus générale, l'éthique, le lien entre le numérique et l'écologie. Comment ça se positionne et quelles sont les réflexions? Alors, sur l'éthique, nous, on vient de publier, de diffuser, y compris à nos clients, une charte d'éthique qui effectivement montre explicite et formule le fait que, on s'interdit de s'en servir sans en parler, c'est-à-dire qu'on veut être clair, on veut être transparent.
on veut être transparent sur ce qu'on fait. Je parlais tout à l'heure des data scientists de Cornerstone et de l'énergie qu'ils mettent à faire la chasse aux biais qu'on peut avoir dans certains algorithmes quand ils vous analysent des CV, quand ils font le rapprochement entre des besoins d'évolution et des actions de formation, quand ils proposent à quelqu'un des suggestions de postes et de mobilité interne par rapport à des souhaits d'évolution que quelqu'un a exprimé. Donc tout ça, effectivement, nécessite, et nous on est très attentifs à ça, à ce que nos clients sachent de façon très explicite comment fonctionne la machine. Parce qu'on a l'impression qu'en termes d'éthique, la première chose, c'est d'être très clair sur qu'est-ce qui se passe dans la boîte noire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement que il y a des conseils d'usage dans cette charte. Par exemple, voilà, un QCM, avant de le balancer dans un cours de formation, regardez vous-même, enfin, regardez-le avant, regardez-le après, testez, enfin voilà, c'est-à-dire qu'il y a aussi une volonté de dire, sachez prendre la distance avec cet outil, qui est peut-être très séducteur parce qu'il s'exprime un peu mieux que les outils de machine learning ou de langage neuronal qu'on avait avant, mais ça reste un outil. Voilà. Waouh, super intéressant, un infini merci Olivier. Donc pour reprendre les quelques idées, donc je vois au moins 4 idées super intéressantes, hein, peut-être à remettre en perspective. La première idée, c'est qu'il y a un déphasage entre le grand discours où tout le monde parle d'IA générative et vous, votre vécu sur le terrain. En fait, les DRH, ils sont encore en observation, encore en attente. Ils ne sont pas tous les mains dans le cambouis à tester ChatGPT ou des IA génératives. Donc, c'est intéressant de remettre peut-être ce point. Ça a peut-être bougé pendant l'été, Cécile. Mais en tout cas, voilà. Là, c'est un témoignage qui date d'avant cet été. Voilà. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, donc Cornerstone qui a investi depuis une dizaine d'années, puisque vous avez racheté plusieurs entreprises en intelligence artificielle, continue d'investir en intelligence artificielle générative et bien sûr a des équipes, hein, et on va en interroger, de data scientists qui testent la robustesse des biais et qui sont sans cesse dans cet esprit test and learn lié à des défis pour pouvoir voir vraiment où sont les limites des hallucinations et des vraies et des fausses informations. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point. Le troisième point, très intéressant, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas avec les IA génératives d'avoir simplement des questions ouvertes pour demander des plans, des synthèses, des résumés. On peut aller plus loin sur de la création de nouveaux contenus. Par exemple, vous avez évoqué l'idée de créer des quiz à partir d'une vidéo, mais on peut créer, même aller plus loin, carrément des scénarios et des formations avec de la vidéo, du podcast, des slides, etc. Si on fait des combos avec plusieurs outils, donc ça c'est intéressant, il n'y a pas que la synthèse, c'est vraiment la complexité de la création qui fait la force de ces IA génératives. Et pour conclure, donc vous êtes une entreprise avec une vraie volonté d'avoir une éthique dans l'utilisation de l'IA générative par rapport à vos clients. Et cette éthique, elle repose sur deux choses, la transparence et l'explicabilité, la transparence de comment en fait sont créés les outils, avec quel type de data, quel type d'algorithme, quel est le niveau de robustesse, j'imagine. Et puis, c'est très important de parler d'explication, c'est-à-dire en fait quand est-ce qu'on les utilise, jusqu'à quel niveau, avec quel type de data, et puis surtout de pouvoir vis-à-vis du client, donner peut-être des perspectives, des modes d'emploi pour qu'il y ait toutes les précautions vis-à-vis des biais et vis-à-vis des risques et qu'on soit en conscience pour prendre de la distance vis-à-vis de ces outils. Donc, tous ces éléments passionnants nous montrent qu'en fait, un éditeur de talent, de RH, hein, un éditeur de solutions, a vraiment donc une vision et une utilisation très précise des IA génératives. C'est maintenant et c'est chez Cornerstone. Merci Olivier. Merci Cécile.